Dans la vaste savane sahélo-soudanienne du Ferlo, au nord-est du Sénégal, là où la terre s'étend comme une mer ocre infinie sous un soleil impitoyable, la vie suit des rythmes ancestraux. Ici, dans les environs de Matam ou de Podor, les acacias épars dressent leurs silhouettes épineuses, leurs cimes plates projetant des ombres clairsemées sur des herbes jaunies qui murmurent au vent sec. Pendant la saison des pluies, de juin à octobre, le ciel se charge de nuages noirs et lourds, gonflés d'eau. Les averses tombent en trombes soudaines, transformant le sol sableux en boue collante, gonflant les marigots et les vallées fossiles du Ferlo en torrents furieux. Les frontières entre terre sèche et inondations s'effacent en quelques heures, et les troupeaux pulse doivent fuir les zones basses pour survivre. C'est par un après-midi de juillet, alors que les nuages s'amoncelaient comme une armée venue du sud, qu'une lionne nommée Fatou Miba. Fatou était la matriarche d'une petite fierté errante dans ces contrées, rares, farouches, marquées par les combats contre les hyènes et les nomades armés. Son pelage fauve, poudré de la poussière rouge de l'harmattan qui reviendrait plus tard, se fondait dans les hautes herbes sèches et les bosquets d'acacias. Elle avait choisi un abri discret sous un groupe d'acacias épineux près d'un marigot asséché depuis la saison précédente, où le sol, ramolli par les premières pluies, offrait un lit moelleux. L'odeur des fleurs sauvages de balanite masquait leur présence aux prédateurs. Son premier petit naquit dans l'air humide et chargé d'électricité. Un cri minuscule, à peine audible au-delà du bosquet. Fatou le lécha avec soin, sa langue râpeuse effaçant la membrane humide. Il était minuscule, pas plus gros qu'un chat de village au départ, avec des pattes disproportionnées et des yeux encore clos. Des taches sombres parsemaient son pelage fauve, un camouflage qui s'estomperait avec l'âge. Dans son cœur de lionne, Fatou le nomma Lamine. Né un vendredi, jour où les ancêtres veillent particulièrement sur les nouvelles vies, selon les croyances des Peuls et des Wolofs des environs. Les lions ignoraient les calendriers humains, ils suivaient seulement le cycle de la lune et les saisons. Pendant 2 jours, Fatou garda Lamine caché, le nourrissant dans la pénombre filtrée par les feuilles. Ses frères et sœurs d'une portée précédente avaient péri lors d'une sécheresse implacable et d'une épidémie. Celui-ci, elle se jura qu'il survivrait. Elle chassait à l'aube et au crépuscule, rapportant des morceaux d'antilope cobe ou de phacochère, sa gueule encore rouge de sang. Lamine tétait avidement, ses minuscules griffes pétrissant son flanc, déjà prometteuse de force. Les autres membres de la fierté, 2 lionnes plus jeunes et un mâle imposant nommé Samba, à la crinière sombre et pleine, montaient la garde à distance, leur grondement bas formant un cœur protecteur. Mais la savane du Ferlo est impitoyable. La 3e nuit, le ciel se déchira. Le tonnerre roula comme des tam-tams de guerre lointains, faisant trembler le sol. Les éclairs ébraient l'obscurité, illuminant les acacias en flashs blancs aveuglants. La pluie ne tomba pas en gouttes, mais en rideau compact, un mur d'eau qui transforma la terre en marécage en minutes. Le marigot, asséché depuis des mois, se réveilla brutalement. L'eau venue des hauteurs du Fouta-Toro et des plus intenses en amont dévala en crue soudaine. Fatou rugit d'alarme, saisissant Lamine par la peau du cou. Son petit corps pendait mollement tandis qu'elle bondissait hors de l'abri, ses pattes s'enfonçant dans le sol ramolli. La fierté se dispersa. Samba hurla des ordres, mais le fracas de l'eau couvrait tout. Fatou courut vers les hauteurs, là où la fierté se reposait parfois, mais la crue la talonnait sans relâche. Les branches craquaient, les arbres gémissaient, l'air s'emplissait de l'odeur métallique de la terre mouillée et de la peur. Lamine, terrifiée, se débattit dans le chaos. Les mâchoires de Fatou se relâchèrent une fraction de seconde alors qu'elle sautait par-dessus un tronc couché. Le petit tomba dans le courant furieux. Il cria, pattes battant l'air, mais l'eau était sans pitié. Elle l'emporta en aval, le faisant tournoyer dans des tourbillons de boue et de débris. Les rugissements désespérés de Fatou s'estompèrent derrière le rugissement du torrent. Elle fouilla frénétiquement les berges sous la pluie qui la martelait, mais la crue avait emporté son fils. À des kilomètres de là, l'eau finit par rejeter Lamine sur une berge boueuse. Épuisé, tremblant, il rampa sous un buisson de roseaux. Son petit corps endolori, la faim le rongeait déjà. L'orage s'apaisa aussi soudainement qu'il était venu, laissant un monde détrempé sous un ciel qui s'éclaircissait. Les étoiles réapparurent, témoins indifférents. L'aube se leva avec le chant des oiseaux et le meuglement lointain du bétail. Lamine, faible et seule, miaula doucement. Ses cris portaient sur le vent, faibles mais persistants. Ce même matin, Abdoulaye, un berger peul d'une 30aine d'années originaire des environs de Podor, partit tôt. Abdoulaye était un homme solide, aux épaules larges, aux mains calleuses et aux yeux vifs.
Vêtu d'un boubou usé sur un pantalon kaki, un bâton de berger en main et une vieille machette à la ceinture, il guidait son troupeau pour sa famille et parfois pour le marché de Matam. Moutons à queue grasse, quelques chèvres, du mil quand la saison le permettait. La crue avait bouleversé les pistes. Il avançait prudemment, notant les sentiers effacés et les marigots gonflés. Il entendit d'abord le son inhabituel, un miaulement plaintif, différent de tout agneau ou chevreau connu. La curiosité le guida vers les roseaux. Là, à moitié enfoui dans la boue, gisait le petit. Les yeux de Lamine, maintenant ouverts, le fixaient, grand, doré, effrayé. Abdoulaye se figea. Un lionceau. Vivant. Seul. Dans ces régions, les lions étaient devenus des légendes, repoussés par les champs, les routes et les villages. On les voyait rarement hors des réserves lointaines comme le Nyokolokoba, mais les anciens parlaient encore des temps où les grands fauves étaient totems de puissance, où les guerriers chevauchaient des lions dans les batailles mythiques. Abdoulaye s'agenouilla lentement. Le petit gronda faiblement, montrant de minuscules dents, mais ne bougea pas. « Allahu Akbar » murmura Abdoulaye, invoquant Dieu. « Qu'est-ce que tu m'as donné là ?» Il pensa l'abandonner, un lion grandit dangereux. Mais quelque chose dans le regard du petit éveilla la pitié. Peut-être la façon dont il tremblait, ou le souvenir de son propre fils emporté par la fièvre des années plus tôt. Abdoulaye ôta son boubou extérieur, enveloppa doucement le lionceau et le serra contre sa poitrine. Le petit corps était chaud malgré le froid, son cœur battant vite contre ses côtes. Le retour au village dura des heures. Abdoulaye évita les pistes principales, craignant les questions. Les villageois pourraient y voir un mauvais présage, un lion parmi les hommes, ou exiger qu'il le tue pour la sécurité. Il arriva à son campement alors que le soleil montait haut. Sa concession se dressait à la lisière de la savane. Des cases en banco au toit de chaume, des monticules de mil, des champs de mil et d'arachides s'étendant vers l'horizon, et un enclos où paissaient ses moutons. Une trentaine de bêtes à queue grasse, race locale robuste, à la laine épaisse et aux queues pendantes chargées de graisse. Aminata, son épouse, pilait le mil dans le mortier quand il arriva. Elle leva les yeux, stupéfaite devant le ballot. « Abdoulaye, qu'est-ce que c'est ?» Il déplia le tissu. Lamine cligna dans la lumière vive, miaulant faiblement. « Un cadeau du marigot » dit Abdoulaye doucement. « La crue a pris sa mère, je pense. Il mourra seul. » Aminata croisa les bras. « Un lion ? Chez nous ? Les enfants. Il est petit. On peut l'élever avec les moutons. Comme un chien de garde. Il les protégera un jour. » Elle observa le petit, puis soupira. « S'il devient sauvage, tu en répondras. » Abdoulaye construisit un petit enclos dans le parc à moutons, des piquets de bois solides liés avec du fil de fer. Il y plaça Lamine avec du lait de chèvre frais. Les moutons le regardèrent avec méfiance, mais la curiosité l'emporta. Une vieille brebis nommée Mamdiara, au museau grisonnant et aux yeux sages, s'approcha la première. Elle flaira, puis le poussa doucement du museau. Lamine, affamé, se jeta sur sa mamelle aux côtés des agneaux. Les jours devinrent des semaines. Lamine grandit vite. Ses taches s'estompèrent, remplacées par un pelage fauve plus dense. Une fourrure sombre commença à ourler son cou, les prémices d'une crinière. Il apprit le rythme du troupeau, se lever à l'aube, brouter les pousses tendres après les pluies, boire au marigot frontalier. Il imitait leurs bêlements, tentatives aiguës, qui sortaient en grondements maladroits. Les moutons l'acceptèrent comme l'un des leurs, même s'il les dépassait déjà en taille. Pourtant, des différences apparurent. Quand Abdoulaye approchait avec de la nourriture, Lamine bondissait joyeusement, queue fouettant l'air, tandis que les moutons s'égaillaient. Ses jeux étaient plus rudes. Il sautait sur les ombres, griffes sorties, creusant des sillons dans la terre. La nuit, il dormait à part, roulé dans un coin, rêvant de poursuites qu'il ne pouvait nommer. Abdoulaye observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Regarde comme il grandit », dit-il à Aminata un soir, assis sous le hangar. « Plus fort que n'importe quel bélier. » Aminata hocha la tête, mais ses yeux s'attardaient sur le regard acéré du petit. « Ce n'est pas un mouton, Abdoulaye. Un jour, il se souviendra. » Lamine, ignorant ces murmures, ne sentait que la chaleur du troupeau et l'étrange appel de quelque chose de plus profond. Dans les moments calmes, quand le vent de la savane portait des rugissements lointains, ses oreilles se dressaient. Sa poitrine vibrait en réponse. Pas un bêlement, mais quelque chose de plus féroce, de plus vrai. L'environnement avait commencé son œuvre, l'enveloppant de laine et de routine. Mais dessous, sa nature attendait, patiente comme la saison sèche qui suivrait les pluies. Les mois glissèrent comme le lent tournant de la saison sèche au ferlo sénégalais. Les pluies abondantes qui avaient séparé Lamine de sa fierté cédèrent la place à l'harmattan,
ce vent sec venu du nord, chargé de poussière rouge du Sahara, qui peignait le ciel d'un orange voilé et recouvrait tout d'une fine pellicule de sable. La savane autour du campement d'Abdoulaye, près de Podor, se transforma. Les herbes vertes jaunirent en tiges cassantes, le marigot se réduisit à un filet d'eau boueux, et les acacias se dressèrent nus contre l'horizon pâle, leurs branches épineuses comme des doigts squelettiques. Lamine avait grandi de façon remarquable. Il n'était plus le minuscule lionceau tacheté qu'Abdoulaye avait porté dans son boubou, il dépassait maintenant le plus grand bélier du troupeau. Son pelage s'était approfondi en un fauve doré riche, saupoudré de la même poussière rouge qui collait à la laine des moutons. Une collerette sombre encadrait son cou, les premiers murmures d'une crinière. Ses pattes, autrefois douces, portaient désormais des griffes rétractiles qui laissaient des entailles profondes dans la terre durcie de l'enclos. Pourtant, il se mouvait parmi les moutons avec une aisance acquise, suivant leur rythme comme s'il était né parmi eux. Chaque matin, à la première lumière, Abdoulaye ou l'un de ses fils ouvrait la barrière de l'enclos en bois. Les moutons, une trentaine, surtout des races locales à queue grasse, robustes, avec leur laine épaisse et leur queue pendante chargée de réserve, se déversaient en une vague bêlante. Mame Diarra, la vieille brebis au museau grisonnant et aux yeux sages, menait toujours. Elle avait adopté Lamine dès le début, le laissant téter longtemps après qu'il eût dépassé l'âge du lait. Aujourd'hui, elle tolérait sa présence comme celle d'un frère maladroit et surdimensionné. Les autres moutons s'étaient habitués. Sa taille ne les effrayait plus autant, même s'il s'écartait quand il s'étirait ou bâillait, révélant des canines bien plus acérées que celles d'un bélier. Lamine apprit vite leurs habitudes. Il baissait la tête pour brouter les herbes sèches et coriaces qui perçaient la terre craquelée, arrachant les brins avec des dents plates qui protestaient contre ce geste inhabituel. Son estomac grondait de confusion, des rêves de viande chaude et de sang le hantaient la nuit, mais il les repoussait, imitant le mâchonnement satisfait du troupeau. Il buvait au même point d'eau peu profond où les moutons se rassemblaient, lapant en longues gorgées prudentes, tandis que les plus petits s'éclaboussaient et bêlaient autour de lui. Les sorties quotidiennes les emmenaient de plus en plus loin à mesure que la saison sèche s'intensifiait. Abdoulaye les accompagnait parfois, marchant avec son bâton et sa machette, guidant le troupeau vers les rares plaques de verdure près des franges de la savane. D'autres fois, il leur faisait confiance, sachant que Lamine et Mame Diarra maintenaient le groupe mieux qu'aucun chien. Les villageois sur le chemin s'arrêtaient dans leurs champs de mil ou d'arachides pour observer la procession étrange. Moutons laineux traversant la piste rouge, et parmi eux, un fauve doré avançant avec une grâce délibérée, que balayant paresseusement l'air. Lamine ressentait le plus fortement l'appel du sauvage lors de ces transhumances. La savane s'étendait à l'infini, parsemée de termitières comme des sentinelles antiques et d'acacias isolés. Des oiseaux tournoyaient haut, vautours planants, calaos criant depuis les cimes, et au loin, le grondement lointain du tonnerre promettait une pluie qui tardait. Mais c'étaient d'autres sons qui le remuaient le plus profondément. Le rugissement occasionnel porté par le vent, grave et résonnant, roulant sur la plaine comme des tam-tams distants. La première fois que cela fut clair, il s'était aventuré près de la limite où les champs rencontraient la vraie brousse. Le troupeau broutait sous un bosquet d'acacias, leurs gousses claquant dans la brise. Lamine releva la tête, oreilles pivotant. Un rugissement éclata, pas loin, peut-être à un demi-kilomètre puissant, impérieux, secouant l'air. Les moutons se figèrent un instant, puis s'éparpillèrent en panique. Bêlements chaotiques montèrent tandis qu'ils fuyaient vers un couvert plus dense, sabots martelant la poussière. Lamine resta planté. Son cœur cognait contre ses côtes. Instinctivement, il ouvrit la bouche pour joindre son cri d'alarme, pour bêler comme Mame Diarra et les autres. Mais ce qui sortit n'était pas un son aigu de mouton. C'était un grondement bas, guttural, mi-grognement, mi-tentative de rugissement, qui vibra dans sa poitrine et résonna étrangement sur la plaine. Les moutons, déjà en fuite, s'écartèrent davantage dans une terreur renouvelée. Mame Diarra s'arrêta au bord du groupe, regardant en arrière avec des yeux écarquillés avant de se hâter. Lamine referma la gueule, confus. Le son semblait faux dans sa gorge, pourtant juste dans ses os. Il trotta après le troupeau, tête basse, queue rentrée. Quand ils se regroupèrent à l'ombre d'un carité près de la limite du campement, les moutons tournèrent nerveusement, l'observant. Mame Diarra s'approcha lentement, flaira son flanc, puis le poussa doucement comme pour dire « Tu es encore des nôtres ». Mais Lamine sentait la distance grandir, une fracture discrète dans l'illusion d'appartenance. Ce schéma se répéta sur des semaines. Chaque rencontre avec la fierté sauvage, toujours à distance, forme dorée dans la brume de chaleur, déclenchait la même fuite. Les lions apparaissaient sur une crête, dorés contre le ciel, l'un ou l'autre rugissant en défi ou en coordination. Les moutons s'enfuyaient, cœurs affolés, et Lamine tentait de nouveau de matcher leurs cris de panique. Chaque fois, sa voix le trahissait, plus grave, plus puissante, portant plus loin qu'aucun bêlement.
Le son effrayait les oiseaux des arbres et faisait détaler les petites antilopes des buissons. Les moutons apprirent à fuir deux menaces, les lions et le bruit étrange venant de leurs compagnons. La nuit, dans l'enclos, la mine se roulait à part du tachot de corps laineux. Les moutons dormaient en cercle serré, tête sur flanc, ronflement doux mêlé au chant des grillons. La mine s'allongeait sur la terre plus fraîche près de la clôture, fixant les étoiles à travers les branches d'acacia. Les rêves venaient sans invitation. Course dans les hautes herbes, frisson de la poursuite, goût métallique du sang sur la langue. Il se réveillait haletant, griffes plantées dans le sol, un grondement bas montant dans sa gorge avant qu'il ne l'étouffe, honteux. Abdoulaye remarqua les changements. « Regarde comme il grandit », dit-il à Aminata un soir, assis sur le banc de bois, observant le troupeau s'installer. La mine rentrait de pâture, crinière plus fournie, épaules s'élargissant. Il mange comme un lion mais agit comme un mouton. Les gens du village en parlent. Certains disent que c'est un djinn, un esprit déguisé. D'autres qu'il protège mieux le troupeau qu'un berger dogue. Aminata remuait le thiéboudienne sur le feu, visage pensif. Il essaie de bêler, Abdoulaye, mais ça sort mal. Les moutons sursautent quand il le fait. Un jour, il arrêtera d'essayer. Abdoulaye haussa les épaules, mais l'inquiétude passa dans ses yeux. Il se rappelait le jour où il avait trouvé le lionceau, à moitié noyé et seul. Il avait sauvé une vie, mais à quel prix? Les lions étaient rois de la brousse pour une raison. Pourtant la mine suivait fidèlement les routines. Lever avec le cœur de l'aube, suivre Mame Diarra au meilleur pâturage, même laisser les agneaux le heurter en jouant. Ces bons sur sauterelles ou lézards étaient ludiques, presque maladroits comme ceux d'un mouton, bien que la force derrière cassa des brindilles et souleva la poussière. Un après-midi, plus avant dans la saison sèche, le troupeau s'éloigna plus que d'habitude, attiré par une plaque verte où un petit point d'eau coulait encore. Les acacias y étaient plus denses, le sol jonché de gousses tombées qui craquaient sous les palamines broutaient mécaniquement, mais son attention vagabondait. Une odeur arriva sur le vent, musquée, puissante, familière des rêves. Il releva la tête. Deux lions apparurent sur la crête au-dessus, silhouettes contre le soleil bas. Une femelle et un jeune mâle, crinière commençant à pousser. Ils s'arrêtèrent, scrutant la plaine. Puis la femelle rejeta la tête en arrière et rugit, un son qui roula comme le tonnerre, vibrant dans la poitrine de la mine. Les moutons explosèrent en fuite. Mame Diarra mena la charge, bêlant aigu. Sabots tonnèrent. La mine resta figée. Le rugissement appelait quelque chose d'enfoui. Sans réfléchir, il ouvrit la gueule. Cette fois, le son fut plus clair. Pas tout à fait le rugissement adulte, mais proche, un beuglement profond et résonnant qui rebondit sur les rochers et fit trébucher les moutons en panique accrue. Les lions sur la crête tournèrent la tête vers lui. Un long moment, regards se croisèrent à distance, doré contre doré. Le jeune mâle répondit par un rugissement court, interrogateur. Le poil de la mine se hérissa, sa queue fouetta une fois. Puis les lions se détournèrent et disparurent dans l'herbe. La mine resta seule sur la plaine vide, cœur battant. Les moutons étaient partis, éparpillés vers le campement. Ils se sentaient exposés, à vif. Lentement, il suivit leurs traces, tête basse. Quand il atteignit l'enclos au crépuscule, Abdoulaye attendait, bâton en main, souci gravé sur le visage. « Tu les as laissés » dit Abdoulaye doucement. « Ils sont rentrés sans toi. » La mine soutint son regard, puis détourna les yeux. Dans l'enclos, les moutons se serraient, évitant son coin. Mame Diarra l'observa de loin, oreille frémissante. Cette nuit-là, sous une lune assez brillante pour projeter des ombres, la mine rêva à nouveau. Mais le rêve fut plus net. Il courait aux côtés d'autres lions, muscles puissants, voix se joignant aux leurs en un chœur qui ébranlait la terre. À son réveil, le grondement dans sa gorge persista plus longtemps avant qu'il ne l'avale. L'environnement l'avait modelé, lui avait appris la peur, l'imitation, la soumission. Mais l'instinct répondait, féroce, inattendu, vrai. Le grondement était la première vraie partie de lui qu'il récupérait. Dans les nuits calmes qui suivirent, la mine s'exerçait en secret. Quand le troupeau dormait, il se levait, face à la lune voilée par l'armatan, et laissait le son monter, bas d'abord, puis plus fort. Chaque fois plus facile, plus plein. Les moutons s'agitaient dans leur sommeil, mais ne se réveillaient pas tout à fait. Le vent portait le son au loin, peut-être vers des oreilles qui répondraient un jour. La fracture s'élargit. La mine était encore parmi les moutons, suivant leur sentier le jour. Mais la nuit, sous la lune de l'armatan, quelque chose d'ancien remuait en lui, murmurant d'une vie au-delà de l'enclos, au-delà du troupeau. La savane écoutait, patiente et en attente. Le jour de la vraie découverte approchait, porté par le même vent sec qui avait apporté les hyènes, et avec lui, le premier aperçu indéniable de qui il était vraiment.
L'harmattan s'était installé pour de bon, transformant la savane du Ferlo en un monde de couleurs atténuées et de poussière flottante. Le jour, le soleil perçait pâle à travers le voile orangé. La nuit, la lune pendait basse et gonflée, sa lumière diffusée en un éclat argenté qui peinait à percer le rideau rouge suspendu dans l'air. Les températures chutaient brutalement après le coucher du soleil, et le vent portait un froid sec qui poussait les moutons à se serrer davantage dans l'enclos. Pour la mine, les nuits étaient devenues agitées. Les rêves arrivaient plus vifs, poursuite dans l'herbe haute, goût métallique de la victoire, mais il se réveillait chaque fois en sursaut, griffes plantées dans la terre dure, un grondement bas s'éteignant dans sa gorge avant de réveiller le troupeau. C'était une de ces nuits lunaires, profondes dans la saison sèche, quand la savane retenait son souffle. Le village près de Podor dormait sous ses toits de chaume, les feux de cuisine réduits à des braises rougeoyantes. Le campement d'Abdoulaye était silencieux, hormis le bêlement occasionnel dans l'enclos et le froissement du vent dans les feuilles du karité. Lamine était couchée dans son coin habituel, à l'écart de la masse chaude des corps laineux. Ses oreilles frémissaient à chaque bruit. Le ululement lointain d'un hibou, le craquement discret d'une branche, le pas feutré des petites créatures nocturnes. Puis vint l'odeur âcre, reconnaissable entre toutes. Viande pourrie mêlée de musc et de faim. Elle arriva sur le vent de l'harmattan, depuis la direction de la savane ouverte. Les narines de Lamine s'écartèrent. Il releva lentement la tête, yeux dorés captant la lumière de la lune. Les moutons s'agitèrent, oreilles dressées, mais ils ne comprenaient pas encore. Mame Diarra se leva la première, museau grisonnant pointé vers la clôture, un bêlement d'avertissement bas s'échappant de sa gorge. De l'autre côté des piquets de bois et du fil de fer, des ombres bougèrent. Pas le glissement gracieux des lions, mais une démarche voûtée, chaloupée. Des hyènes. Un clan de 7 ou 8, pelage tacheté se fondant dans la poussière, yeux luisants comme des braises dans la nuit. Elles avaient été attirées par l'odeur du campement, aux proies faciles en saison où le gibier se faisait rare. Leurs rires commencèrent bas, un gloussement sinistre qui montait et descendait, glaçant l'enclos. Les moutons se pressèrent en un nœud compact, bêlement montant en panique. Lamine se leva. Son cœur battait, pas de la même peur aveugle que le troupeau, mais d'une alarme plus aiguë, mêlée d'une étrange anticipation. Les hyènes tournaient autour de l'enclos, testant la clôture. L'une pressa son museau contre le fil, reniflant, dents jaunes découvertes en un rictus. Une autre griffa la base d'un piquet, arrachant des éclats de bois. Les rires s'amplifièrent, plus frénétiques. Dans la concession, Abdoulaye se réveilla au tumulte. Il attrapa sa torche et sa machette, criant à son fils aîné, « Mamadou, hyène. Elles sont à l'enclos. » Aminata alluma une lampe tempête, visage crispé d'inquiétude. La famille se précipita dehors, pieds nus claquant sur la terre froide. Les hyènes se firent plus audacieuses. L'une sauta sur la clôture, griffes accrochées au rail supérieur, testant la solidité. Le bois craqua. À l'intérieur, les moutons tournèrent en cercles affolés, se heurtant, bêlement devenant cris terrifiés. Mame Diarra se posta devant, frappant le sol de ses sabots en une défense futile. Lamine bougea sans réfléchir. Il se plaça entre le troupeau et les intruses, corps bas, épaules roulant. L'hyène la plus proche, la plus hardie, museau couturé de cicatrices, croisa son regard. Elle gloussa, un bruit de verre brisé, et chargea à nouveau contre la clôture. Quelque chose céda en Lamine. Ses babines se retroussèrent, dévoilant des crocs bien plus longs et acérés que ceux d'un mouton. Un son naquit dans sa poitrine, profond, vibrant, irrésistible. Il ouvrit la gueule et le libéra, un grondement à gorge déployée qui roula comme le tonnerre sur le campement. Ce n'était plus le grondement maladroit de ses tentatives. Passé. C'était brut, primal, portant le poids d'une lignée qu'il ne comprenait pas encore. Le son trancha la nuit, net et autoritaire. Les hyènes se figèrent. La meneuse recula, oreilles aplaties. Les autres hésitèrent, leur rire s'éteignant dans leur gorge. Un instant de silence absolu, seulement le vent et la respiration haletante des moutons. Puis la meneuse grogna en retour, mais le défi manquait de conviction. Le grondement de Lamine s'approfondit, montant vers quelque chose de plus proche d'un rugissement vaucourt, explosif, faisant tomber la poussière des branches du karité au-dessus. Le clan vacilla. Une hyène recula, queue basse. Une autre jappa nerveusement. La meneuse tint bon un instant de plus, puis tourna les talons et s'éloigna au trot, les autres la suivant en file désordonné. Leurs rires s'estompèrent dans la savane, réticents et assourdis. Dans l'enclos, les moutons restèrent stupéfaits. Mame Diarra fixait Lamine, yeux écarquillés. Les agneaux se blottissaient derrière elle, tremblants. Lamine lui-même sembla surpris. Sa poitrine se soulevait, le grondement résonnant encore dans ses oreilles.
Il baissa les yeux sur ses pattes, griffes sorties, enfoncées dans la terre. L'excitation persistait, un flot de puissance qu'il n'avait jamais ressenti en broutant ou en suivant le troupeau. Abdoulaye surgit par la barrière, torche flamboyante, machette levée. Mamadou le suivait, long bâton en main. Ils s'arrêtèrent net devant la scène. Yen disparut, clôture intacte, et la mine debout au centre de l'enclos, collerette hérissée, yeux luisants dans la lumière de la torche. « Abdoulaye, murmura Mamadou, tu as entendu? C'est lui qui a fait ça. » Abdoulaye abaissa lentement la machette. Il s'approcha avec prudence. « Lamine, petit, c'était toi ?» Lamine soutint son regard. Pour la première fois, il n'y avait pas de déférence dans ses yeux dorés, seulement une intensité tranquille. Abdoulaye tendit la main, hésita, puis posa la paume sur l'épaule du lion. Le muscle sous le pelage était dur, tendu. Lamine ne broncha pas. « Les hyènes ont fui, » dit Abdoulaye, presque pour lui-même. « Elles ont fui devant toi. » Aminata arriva avec la lampe, visage pâle. Il les a protégées. Comme un vrai gardien. La famille renforça l'enclos, ajoutant des piquets neufs aux points faibles. Les moutons se calmèrent peu à peu, bien qu'ils gardassent leur distance avec la mine. Mame Diarra s'approcha la dernière, le flairant soigneusement avant de pousser son flanc, geste d'acceptation prudente. Lamine le permit, mais son esprit bouillonnait. De retour dans son coin, tandis que la maisonnée regagnait son sommeil, Lamine resta éveillée. Le grondement repassait dans sa mémoire, pas forcé, pas maladroit, mais naturel. Il avait repoussé la mort quand un bêlement n'aurait fait qu'inviter le carnage. Pour la première fois, il se demanda, pourquoi ma voix sonne-t-elle ainsi? Pourquoi ont-elles eu peur? L'aube vint lentement, l'armatan rosissant la poussière. Abdoulaye laissa sortir le troupeau comme d'habitude, mais les moutons se déplaçaient plus prudemment autour de la mine. Il suivit Mame Diarra vers les pâturages, mais ses pas étaient différents, plus assurés, moins imitatifs. Quand ils passèrent près de la crête où les lions apparaissaient parfois, les oreilles de la mine se dressèrent à chaque son lointain. La savane semblait plus vaste, pleine de possibilités qu'il n'avait jamais remarquées. Ce soir-là, autour du feu de cuisine, Abdoulaye parla doucement à Aminata. « Il n'est pas un mouton, ma femme. La nuit dernière l'a prouvé. Ce grondement, c'était la voix d'un lion. Les hyènes l'ont su. Le troupeau l'a su. » Aminata remua le yassa poulet dans la marmite, yeux sur les flammes. « Alors que faisons-nous? Le garder dans le mensonge? Ou le laisser partir avant qu'il ne se retourne contre nous ?» Abdoulaye fixa l'obscurité où la mine était couchée à l'écart. « Il a sauvé notre subsistance. Mais il change. Je le vois dans ses yeux. Bientôt, il ne suivra plus. » La mine, écoutant depuis les ombres, sentit les mots se poser comme de la poussière dans sa poitrine. L'attaque avait fissuré plus largement l'illusion. L'environnement lui avait appris la peur, l'imitation, la soumission. Mais l'instinct avait répondu, féroce, inattendu, vrai. Le grondement était la première pièce authentique de lui-même qu'il avait réclamée. Dans les nuits tranquilles qui suivirent, la mine s'entraîna en secret. Quand le troupeau dormait, il se levait, face à la lune voilée par l'armatan, et laissait le son monter, bas au début, puis plus fort. Chaque fois plus naturel, plus complet. Les moutons s'agitaient dans leurs rêves, mais ne se réveillaient pas vraiment. Le vent emportait le son vers l'extérieur, peut-être vers des oreilles lointaines qui répondraient un jour. La fracture s'approfondit. La mine était toujours parmi les moutons, suivant leur sentier le jour. Mais la nuit, sous la lune de l'armatan, quelque chose d'ancien s'éveillait en lui, murmurant d'une vie au-delà de l'enclos, au-delà du troupeau. La savane écoutait, patiente. Pourtant, le doute persistait. Certains matins, quand le troupeau s'éparpillait sur les rares herbes, la mine sentait le regard d'Abdoulaye peser sur lui plus lourdement. Le berger ne disait rien, mais il gardait sa machette plus proche, et parfois il murmurait des prières en wolof ou en peul, invoquant la protection contre ce qu'il avait lui-même accueilli. Aminata surveillait les enfants de plus près quand la mine passait près des cases. Les agneaux les plus jeunes s'éloignaient instinctivement de lui maintenant, même si Mame Diarra continuait de le tolérer. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les acacias, un incident accentua la tension. Le troupeau avait trouvé une petite mare résiduelle, vestige d'une pluie oubliée. Les moutons s'y pressaient pour boire, la mine au milieu, lapant profondément. Un agneau nouveau-né, curieux, s'approcha trop près et buta contre la patte avant du lion. La mine tourna la tête, lèvres retroussées par réflexe en un grognement sourd, pas menaçant, juste surpris. L'agneau s'enfuit en bêlant, trébuchant dans la panique. Tout le troupeau s'écarta d'un bond, formant un cercle vide autour de la mine. Abdoulaye, qui observait de loin, serra son bâton.
Il s'approcha lentement. Lamine, doucement, petit. Le lion baissa la tête, presque honteux. Il s'éloigna de l'eau, laissant les moutons reprendre leur place. Mais le mal était fait, le cercle de vide resta, même après que l'eau fut bue. Mame Diarra s'approcha la dernière, le flaira longuement, puis s'éloigna sans le toucher cette fois. Cette nuit-là, Lamine ne dormit pas allongé à l'écart, il fixait les étoiles. Pour la première fois, il se demanda s'il était une menace pour ceux qu'il avait sauvés. Le grondement qui avait chassé les hyènes pouvait-il un jour se retourner contre le troupeau? Contre Abdoulaye? Contre les enfants qui, autrefois, venaient timidement lui caresser la tête quand il était petit? Au loin, un rugissement solitaire roula sur la savane. Pas proche, mais assez pour faire vibrer l'air. Les moutons s'agitèrent dans leur sommeil. Lamine releva la tête, oreille dressée. Le son appelait, non pas comme une menace, mais comme un rappel. Il ferma les yeux et, pour la première fois sans retenue, laissa monter un grondement bas en réponse. Discret, presque inaudible pour le campement, mais assez fort pour voyager sur le vent. Quelque part dans l'obscurité, une réponse vint, courte, curieuse. Lamine rouvrit les yeux. La fracture n'était plus seulement intérieure. Elle se dessinait aussi entre lui et ceux qui l'avaient élevé. La savane attendait, patiente. Mais le temps des masques s'amenuisait. Bientôt viendrait le jour où il faudrait choisir, rester dans le mensonge confortable ou affronter la vérité qui rugissait en lui. La saison sèche avait atteint son paroxysme au Ferlo. La savane autour du campement d'Abdoulaye s'était réduite à un tapis craquelé de terre rouge et d'herbes mortes, cassantes comme du verre fin. Le marigot principal, autrefois nourri par les pluies du sud, n'était plus qu'un ruban étroit d'eau trouble serpentant entre des rochers nus et des bancs de sable. La poussière de l'harmattan flottait en permanence, voilant le soleil et donnant à l'air une teinte cuivrée qui rendait chaque respiration un peu plus lourde. Les moutons marchaient plus lentement, économisant leur force, broutant les rares pousses vertes qui subsistaient près des points d'eau encore humides. Lamine avait continué de grandir. Ses épaules s'étaient élargies, ses pattes allongées et musclées sous le pelage fauve désormais profond. La collerette autour de son cou s'était épaissie en une crinière naissante, courte encore, juvénile, mais déjà sombre et fière, captant la lumière rasante du matin comme une couronne de braise. Il marchait souvent en tête du troupeau désormais, bien qu'il baissât encore la tête pour brouter quand les autres le faisaient. Les moutons ne s'éparpillaient plus à son approche. Ils s'étaient habitués à sa présence massive, même s'ils ne se détendaient jamais complètement. Mame Diarra restait la plus proche, ses pas réguliers comme une ancre tranquille, mais même elle gardait une distance mesurée quand il s'étirait ou bâillait largement. Ce matin-là, Abdoulaye n'était pas venu. Un marché important à Podor l'avait appelé dès l'aube. Il avait chargé des sacs de mil, quelques béliers gras et des potanés sur une charrette tirée par un âne. Le troupeau fut laissé à ses habitudes, guidé par la mémoire de Mame Diarra et le rythme instinctif des bêtes. Ils suivirent le sentier familier vers le marigot, le seul endroit où l'eau coulait encore de façon fiable même au cœur des mois les plus arides. Le trajet les mena au-delà des termitières géantes, à travers des bosquets d'acacias dont les gousses sèches claquaient sous les sabots, puis descendit en pente douce vers la berge. Les moutons s'éparpillèrent le long des bas-fonds, plongeant leur museau dans l'eau tiède et trouble. Lamine entra plus loin que les autres, l'eau fraîche tirant doucement sur la fourrure de son ventre. Il baissa la tête et but en longues gorgées régulières, oreilles frémissant au doux clapotis autour de lui. La tension habituelle des transhumances s'était atténuée ici. Le marigot offrait un abri relatif, protégé par des branches surplombantes et de hauts roseaux. Puis vint le rugissement. Il roula depuis l'autre rive, grave et profond, vibrant à travers l'eau jusqu'aux os de Lamine. Pas une seule voix, mais plusieurs. Une fierté annonçant sa présence, revendiquant le territoire ou saluant simplement le jour naissant. Le son traversa le mince bras d'eau, rebondissant sur les falaises basses en aval. La panique s'empara instantanément du troupeau. Mame Diarra bêla une note aiguë, impérieuse. Les moutons firent volte-face d'un seul mouvement, éclaboussant hors des bas-fonds, sabots glissant sur les pierres mouillées. Ils remontèrent la berge en désordre, laine blanche flashant contre la terre rouge, bêlement montant en un cœur désespéré. Les agneaux trébuchaient, les brebis les poussaient, le groupe entier fuyant vers le couvert plus dense loin de l'eau. Lamine ne bougea pas. Il resta poitrine immergée, ondulant autour de lui, yeux fixés sur la rive opposée. Le rugissement reprit, plus proche cette fois, se répondant en échos superposés. Des ombres dorées bougèrent parmi les hautes herbes de l'autre côté, forme féline, basse et déterminée. Il distingua la silhouette d'une grande femelle, puis celle d'un jeune mâle à la crinière naissante. Ils s'arrêtèrent au bord de l'eau, tête levée, narines testant l'air. Le cœur de Lamine cognait. Pas de peur, mais d'une force plus vive, qui tirait au centre de sa poitrine comme une corde tendue à se rompre.
Il sentit l'envie de répondre, la même qui avait surgi lors de l'attaque des hyènes, mais plus forte maintenant, irrésistible. Au lieu de cela, il baissa à nouveau la tête pour boire. Pendant qu'il lapait, la surface du marigot se calma un instant entre deux vaguelettes. Le limon se déposa, et l'eau devint miroir, plus claire ici dans les bas-fonds où le courant ralentissait. Lamine se figea. Ce qui le regardait n'était pas un visage de mouton. Des yeux dorés plongèrent dans des yeux dorés. Un museau large, une mâchoire puissante, des oreilles arrondies bordées de noir. Au-dessus, la collerette sombre d'une crinière encadrait un visage où chaque ligne portait la puissance. Le reflet trembla légèrement quand une goutte tomba de ses vibrisses, mais l'image tint, grande, royale, indéniablement un lion. Derrière ce reflet, flou et déformé, il voyait les formes des moutons qui grimpaient la berge, petites, laineuses, affolées. Il releva lentement la tête. La fierté de l'autre rive n'avait pas bougé. Il l'observait, curieux plutôt qu'agressif. Une des femelles inclina la tête, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier. Lamine regarda à nouveau dans l'eau. Le miroir s'était reformé. Il était toujours le même être qu'il avait toujours été, et pourtant radicalement différent du troupeau qu'il avait élevé. La vérité le frappa comme un éclair traversant l'herbe sèche. Je ne suis pas l'un d'eux. La pensée arriva entière, sans hésitation. Il avait brouté leur herbe, bu leur eau, dormi dans leur enclos, tenté de parler leur langage. Il avait craint les mêmes prédateurs, fui les mêmes rugissements. Mais rien de tout cela n'avait changé ce qui coulait dans ses veines. L'environnement l'avait habillé de leur manière, enveloppé de laine et de routine, mais il n'avait pu réécrire son sang. Il ouvrit la gueule par essai. Pas de bêlement cette fois, pas d'imitation forcée et aiguë. Juste une expiration basse, puis un grondement plus profond. Le son monta naturellement, roulant sur le marigot en un grognement court mais résonnant, chargé d'autorité. Le jeune mâle de l'autre rive répondit, bref, interrogateur. La femelle à ses côtés dressa une oreille. Lamine sentit le son vibrer dans sa propre poitrine, traversant muscles et os. Cela lui allait. Cela appartenait là. Il sortit de l'eau plus profonde, pattes s'enfonçant dans la berge molle. Les moutons avaient déjà disparu dans les buissons, les bêlements de Mame Diarra s'estompant alors qu'elle les ramenait vers le campement. Il aurait pu les suivre. Il aurait pu trottiner derrière eux, rejoindre le cercle familier, retourner à l'enclos où Abdoulaye lui caresserait la tête et l'appellerait « gardien ». Mais il ne le fit pas. Il resta sur la berge, au goûtant de son ventre, et regarda une dernière fois son reflet. Le lion dans l'eau le regardait en retour, calme, certain, en attente. « Je suis ce que je vois », pensa-t-il. « Je ressemble à eux. Ma voix sonne comme la leur. La peur que les moutons ressentent quand ils entendent ce rugissement, je ne la ressens pas de la même façon. Je me sens appelé. » La prise de conscience s'enracina profondément, comme une pluie enfin parvenant aux racines assoiffées. Tous les bêlements ratés, les rêves étranges, le grondement instinctif qui avait chassé les hyènes, ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des signaux. Des rappels. Sa vraie nature ne l'avait jamais quitté, elle avait simplement été enfouie sous des années d'imitation. Il tourna la tête vers l'autre rive. La fierté commençait à s'éloigner, se fondant dans les hautes herbes, mais le jeune mâle s'arrêta et regarda en arrière par-dessus son épaule. Leurs regards se croisèrent à nouveau par-dessus l'eau. Pas de rugissement cette fois. Juste un long regard fixe. Lamine fit un pas en avant. Puis un autre. Le courant tira sur ses pattes quand il traversa la partie la plus basse du marigot. L'eau monta jusqu'à sa poitrine, puis redescendit. Il gravit la rive opposée, se secoua, projetant des gouttelettes dans la lumière du soleil. Derrière lui, les moutons avaient complètement disparu. Devant s'étendait la savane ouverte, acacias, termitières, pleine d'orées infinies vers l'horizon. Quelque part dans cette immensité, la fierté avançait. Lamine leva le museau vers le ciel et lâcha un autre grondement, plus long cette fois, plus complet, portant sa première vraie note de confiance. Il roula sur la plaine, répondu faiblement par des voix distantes. Il ne regarda pas en arrière. Le marigot continua son cours tranquille, emportant les dernières ondulations de son reflet. Sur la surface de l'eau, il ne restait que le ciel et les nuages. Lamine marcha. Pourtant, à mi-chemin de la première crête, quelque chose le retint. Il s'arrêta, oreilles pivotant. Un bêlement lointain, aigu, plaintif, porté par le vent. Mame Diarra. Pas un cri de panique, mais quelque chose de plus doux, presque un appel. Il sentit une pointe dans sa poitrine, pas de la culpabilité exactement, mais une reconnaissance. Cette vieille brebis l'avait nourri, accepté, protégé quand il était faible et perdu. Elle avait été sa première famille.
Il tourna légèrement la tête vers le sud-ouest, là où le campement d'Abdoulaye se cachait derrière les ondulations de la savane. Il pouvait presque sentir l'odeur de la fumée de bois, du mil pilé, du bétail familier. Une partie de lui voulait rebrousser chemin, se glisser à nouveau dans l'enclos, redevenir le gardien muet que tout le monde avait appris à tolérer. Mais le vent changea. Il apporta l'odeur musquée de la fierté, sang, fourrure chaude, liberté sauvage. Et avec elle, un autre rugissement, plus proche, plus invitant. Lamine hésita encore un instant. Puis il secoua la tête, comme pour chasser une poussière tenace, et reprit sa marche vers le nord-est. Il ne courait pas. Il avançait d'un pas régulier, puissant, chaque foulée l'éloignant un peu plus de la vie qu'il avait connue et le rapprochant de celle qui l'attendait. La savane s'ouvrait devant lui, patiente et vaste. Pour la première fois de son existence, il avançait non comme un suiveur, non comme un imitateur, mais comme lui-même, lion de naissance, lion de cœur, enfin éveillé à ce qu'il avait toujours été. Le moment de la révélation n'était pas venu avec fanfare, mais dans le silence, un marigot calme, un reflet limpide, et la vérité simple et inébranlable qu'aucun environnement, si longtemps et si complètement qu'il vous façonne, ne peut effacer ce qui coule dans vos veines. La saison sèche commençait, enfin, à se fissurer au bord. Des nuages s'amoncelaient plus souvent à l'horizon, sombres et prometteurs, même si la pluie se retenait encore comme un souffle suspendu. Dans les environs de Podor, l'atmosphère vibrait d'une attente palpable. La grande fête annuelle approchait, une célébration mêlant tradition Peul et Wolof, où les griots racontaient les généalogies, où les danses honoraient les ancêtres, et où les masques ou costumes rituels rappelaient que le monde visible et l'invisible se touchaient. On l'appelait parfois la fête des retours, ou simplement la grande tabaski modifiée par les coutumes locales. Un moment où les troupeaux étaient rassemblés près du village, où les sacrifices et les partages renforçaient les liens communautaires, et où les anciens parlaient plus fort que jamais. Abdoulaye décida de rapprocher le troupeau du centre du village cette année-là. Pas par nostalgie, mais par pragmatisme. La fête signifiait des pâturages supplémentaires sur les champs communaux encore vers grâce aux rares plus tardives, et la présence de tant de monde dissuadait les prédateurs. Lamine, désormais un jeune lion incontestable dans son corps sinon dans son comportement, marchait à l'arrière du troupeau. Sa crinière s'était encore épaissie, formant un collier sombre qui capturait la lumière du soleil couchant. Les moutons évoluaient autour de lui avec une prudence exercée. Il ne fuyait plus à chaque bâillement ou étirement, mais il n'oubliait jamais ce qu'il était. Le lieu de la fête s'étendait sous de vieux carités centenaires au cœur du village. Les couleurs explosaient partout. Femmes en pagnes éclatants et foulards noués avec art, hommes en boubou brodés ou en tenue traditionnelle peul, enfants courant entre les jambes avec des noix de cola dans les petites mains. Les griots s'installaient en cercle près des feux, leurs koras et leurs tam-tams parlant en rythme rapide et entrelacé qui faisait vibrer le sol. La fumée des grillades, moutons, poulets, mille grillés, montait en nuages odorants. Des vendeurs criaient les prix du thé sucré, du pain de singe et des beignets frits à l'huile de palme. Abdoulaye guida le troupeau vers une zone ombragée à la périphérie, où l'herbe restait encore verte grâce à un ruissellement récent. Il attacha une longue corde au cou de Mamdiara comme point d'ancrage et laissa les moutons s'éparpiller pour brouter. Lamine s'installa sous un karité, à moitié dans l'ombre, observant le monde humain se déployer avec cette intensité tranquille qu'il portait désormais en tout. Les danses ancestrales commencèrent au crépuscule. Des figures émergèrent des concessions familiales, aux costumes coniques de raffia et de tissus colorés, visages dissimulés derrière des masques en bois sculptés, expressions farouches ou sereines, yeux agrandis de blanc, cornes ou plumes ornant les têtes. Des clochettes et des coris tintaient à chaque pas. Les ancêtres étaient arrivés. Les spectateurs formèrent un large cercle tandis que le premier danseur entrait sur la place, pieds frappant en rythme avec les tam-tams, bras balayant de grands arcs qui faisaient voler le raffia comme des ailes dorées. La foule ululait, les enfants applaudissaient, les anciens hochaient la tête avec solennité. Lamine releva la tête. Le rythme pénétra en lui, profond, insistant, remuant quelque chose sous ses côtes. Il n'avait jamais entendu de tels tambours, superposés et vivants. Le son lui rappelait les rugissements lointains, les battements de cœur synchronisés d'une fierté. Sa queue fouetta une fois, puis s'immobilisa. Les enfants le remarquèrent les premiers. Un groupe de garçons, pas plus de 10 ans, se détacha de la foule et s'approcha du troupeau, intrigué par ce mouton surdimensionné qui dominait tous les autres. L'un d'eux, audacieux grâce à l'excitation de la fête, pointa du doigt. « Regardez. Celui-là a une crinière comme un lion. » Des rires fusèrent. Un autre lança un petit caillou, pas pour frapper, juste pour tester. Il rebondit sans mal sur l'épaule de Lamine. Le lion tourna lentement la tête, yeux dorés captant la lumière des torchers. Les garçons se figèrent. « Il nous regarde, » chuchota l'un. « C'est pas un mouton, » dit un autre, voix baissée. « Papa a dit qu'Abdoulaye garde un lion. Ils disent que c'est un djinn, un change-forme. »
Le mot resta suspendu. Djinn. Esprit. Dans les histoires du village, les animaux pouvaient parfois porter des masques, vivre parmi les humains jusqu'au jour où le voile se levait. Lamine ne comprenait pas le mot, mais il sentit le changement dans leur regard, de la curiosité à une méfiance inquiète. C'est alors qu'arriva le griot principal, un vieil homme nommé Baba Samba, assis sur un tabouret bas près du bord de la place. Sa voix portait par-dessus les tam-tams, basse et rythmée, attirant les auditeurs comme des papillons de nuit. Il entama l'un des vieux récits, l'histoire du léopard élevé parmi les chèvres, portant leur peau jusqu'au jour où la lune révéla ses taches. Les enfants retournèrent vers le griot, mais leurs yeux revenaient sans cesse à la mine. La voix de Baba Samba s'éleva. Et le léopard broutait l'herbe avec les chèvres, bêlait quand elles bêlaient, craignait le lion comme elle craignait le lion. Mais une nuit, sous la pleine lune, il regarda dans une eau calme et vit non de la laine, mais des taches. Non des yeux doux, mais des yeux féroces. Et il sut, peu importe combien de temps il avait marché parmi elles, il n'avait jamais été l'un d'eux. Les oreilles de Lamine pivotèrent vers la voix. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau immobile, ondulant en lui. Il se leva lentement. Les moutons s'écartèrent instinctivement. Mame Diarra l'observa, oreille dressée. Baba Samba continua. Quand le léopard rugit enfin, les chèvres s'enfuirent terrifiées, non parce qu'il était soudain dangereux, mais parce qu'elles voyaient enfin ce qui avait toujours été là. Et le léopard marcha dans la brousse, n'ayant plus honte de son vrai visage. Un silence tomba un instant, seulement brisé par le crépitement d'un feu proche. Puis les tam-tams reprirent, plus fort. Lamine fit un pas en avant. Un chien errant du village, maigre, jaune, enhardi par les restes de la fête, vit le mouvement et aboya sèchement. Il se rua vers le troupeau, poil hérissé, croc découvert face à cette forme dorée étrange parmi les moutons. Lamine se tourna. L'aboiement déclencha quelque chose de profond. Ses babines se retroussèrent. Un grondement naquit, bas d'abord, puis montant, roulant hors de sa poitrine comme un tonnerre trop longtemps contenu. Ce n'était plus le grondement hésitant d'avant. C'était complet, traversant la place, coupant à travers les tam-tams et les rires. Le chien pila net, que tombant. Il jappa une fois et détala, disparaissant entre les jambes et les pagnes. La foule la plus proche du troupeau se tourna. Des hoquets se propagèrent. Ce son. C'est le lion. Les enfants se serrèrent contre leurs parents. Les femmes resserrèrent leurs pagnes. Les hommes saisirent des bâtons ou des machettes à demi enfouis dans l'herbe. Abdoulaye, qui marchandait du sel non loin, fendit la foule, visage tendu d'alarme. Lamine. Lamine se tenait maintenant de toute sa hauteur, crinière captant la lumière des torchers, yeux reflétant les flammes comme deux soleils jumeaux. Le grondement s'éteignit, mais son écho persista dans l'air. Les moutons s'étaient écartés de quelques pas, Mame Diarra tournant en rond incertaine. Baba Samba se leva de son tabouret. Il fixa le jeune lion un long moment, puis murmura presque pour lui-même. Le masque est tombé. Des murmures se répandirent. Certains se signèrent. D'autres invoquèrent des gris-gris protecteurs à voix basse. Djinn, chuchota quelqu'un encore. Abdoulaye a gardé un esprit parmi nous. Abdoulaye atteignit le troupeau, bâton en main. Il ne le leva pas. Au lieu de cela, il posa une main sur l'épaule de Lamine, doucement, comme il avait fait depuis les jours du lionceau. Doucement, petit, murmura-t-il. Doucement. Lamine le regarda. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux dorés, seulement de la reconnaissance, et quelque chose de plus profond, une question silencieuse. Abdoulaye la sentit. Il avait su que ce jour viendrait. Le grondement contre les hyènes, la façon dont Lamine marchait de plus en plus devant plutôt que derrière, les rêves qu'il entendait parfois gronder la nuit, les signes avaient été là. La fête continuait autour d'eux, tam-tam battant, danseurs masqués tournoyants, mais l'espace près du troupeau semblait séparé, chargé d'électricité. Les gens observaient maintenant de loin, méfiants mais fascinés. Lamine tourna la tête vers la savane, au-delà des lumières du village. L'obscurité y était complète, mais il la sentait, la plaine ouverte, les ombres d'acacia, le faible parfum d'autres lions portés par le vent nocturne. Les sons de la fête, tambours, rires, récits, avaient remué quelque chose. Il faisait écho au sauvage d'une façon que l'enclos des moutons n'avait jamais pu. Il fit un pas loin d'Abdoulaye. Puis un autre. Mame Diarra bêla doucement, presque suppliante. La main d'Abdoulaye glissa de son épaule. Lamine. La voix d'Abdoulaye se brisa. Tu nous as sauvés. Plus d'une fois. Mais je vois maintenant, tu n'as jamais été à nous. Le jeune lion s'arrêta. Il regarda en arrière l'homme qu'il avait porté à travers les eaux de crue, qu'il avait nourri, abrité, nommé gardien.
Une gratitude brilla dans son regard, brève, mais réelle. Puis il se tourna pleinement vers l'obscurité. Un dernier grondement baroula dans sa gorge, pas une menace, pas un adieu, simplement une affirmation. Je suis là. Je suis moi. Il passa devant les derniers acacias, au-delà de la limite de la lumière des torchers, dans la nuit. La foule observa en silence la forme dorée se fondre dans l'ombre. Abdoulaye resta seul près du troupeau. Mame Diarra se pressa contre sa jambe, tremblant légèrement. Baba Samba s'approcha lentement. Il a entendu le récit, dit le vieil homme. Et il y a répondu. Abdoulaye hocha la tête, yeux toujours fixés sur l'endroit où Lamine avait disparu. Les ancêtres ont parlé ce soir, continua Baba Samba. Par les tambours, par les masques, par un lion qui a appris à écouter. Quelque part loin sur la savane, un rugissement distant répondit, faible, mais net. Lamine courait déjà. La savane, la nuit, était un autre monde. Disparus les enclos familiers du campement d'Abdoulaye, les bêlements doux du troupeau, l'odeur de fumée de bois et d'huile de palme du village. À leur place s'étendait une immensité respirante, plongée dans une obscurité immense seulement percée par des étoiles acérées comme des lames et une lune décroissante qui argentait les hautes herbes. Lamine avançait dans ce nouveau domaine avec une foulée qui lui semblait enfin sienne, longue, roulante, silencieuse. Ses pattes s'enfonçaient dans une terre encore tiède du jour, chaque pas absorbant le froid nocturne. Tous ses sens s'aiguisaient, le froissement d'un engoulevent qui s'envolait, le musc léger d'antilope distante, le murmure sec du vent dans les épines d'acacia. Il ne courait pas à l'aveugle. Quelque chose de plus ancien le guidait, un instinct plus vieux que la mémoire, le tirant vers le nord-est, vers les hauteurs où la fierté avait été aperçue pour la dernière fois. La traversée du Marigot restait vivante dans ses muscles, le choc froid de l'eau cédant à la rive ferme, le moment où il avait quitté une vie pour une autre. Derrière lui, les lumières de Podor s'étaient éteintes depuis longtemps. Devant, seulement la plaine ouverte et ce qui l'attendait. Des heures passèrent. La lune monta, puis entama sa descente lente. La fatigue le tiraillait, il n'avait pas mangé correctement depuis la fête, mais la faim aiguisait plutôt qu'elle n'affaiblissait. Son estomac grondait d'un besoin différent, non d'herbe, mais de quelque chose de chaud, de vital. L'aube le trouva sur une crête basse surplombant une vallée peu profonde. Les buissons épineux cédaient à une herbe ouverte parsemée de fiveurs tris au tronc pâle, fantomatiques dans la première lumière. En contrebas, un petit troupeau de coqs broutait, queue frémissante, inconscient. Lamine s'accroupit instinctivement, ventre au sol, épaules roulant en avant. La posture lui allait, naturelle d'une façon que brouter ne l'avait jamais été. Il observa les antilopes de longues minutes, notant leur déplacement, la façon dont le vent portait leur odeur vers lui plutôt que l'inverse. Puis il l'entendit. Un grondement bas, roulant au pas le sien, venu de l'est. Presque aussitôt, un autre répondit, plus profond, plus autoritaire. Les oreilles de Lamine pivotèrent. Son cœur s'accéléra. Ils étaient proches. Il se leva et longea la crête, restant bas, utilisant le couvert clairsemé des herbes et des termitières. Les grondements devinrent plus nets, mêlés de chuintements doux et d'aboiements brefs de coordination. La fierté était en mouvement. Lamine franchit une dernière montée et les vit. 6 lions en tout, 3 femelles adultes, maigres et couturées, avançant avec une économie gracieuse, 2 jeunes femelles encore en croissance, et un grand mâle, crinière sombre et fournie, marchant à l'arrière comme un roi inspectant son domaine. Ils avançaient en formation lâche à travers le fond de la vallée, se dirigeant vers un bosquet d'acacias où l'ombre promettait du repos après la chasse nocturne. Lamine se figea. La ressemblance le frappa comme un coup physique. La crinière du grand mâle était plus épaisse que la sienne ne le serait jamais à cet âge, mais la carrure des épaules, la tête large, les yeux ambrés, c'étaient des miroirs de son reflet dans le marigot. Ces êtres étaient de son espèce. Pas des moutons portant des peaux empruntées. Pas des gardiens élevés dans la laine. Des lions. Une des femelles releva la tête, narines dilatées. Elle avait capté son odeur. Un grondement d'avertissement bas roula de sa gorge. La fierté ralentit, tête se tournant vers la crête. L'ancien réflexe de se recroqueviller, de baisser la tête, de bêler une excuse et de reculer surgit une fraction de seconde, puis disparut. Au lieu de cela, il s'avança en pleine vue. La fierté s'immobilisa. Le grand mâle s'emba, se porta en avant, crinière hérissée, yeux ambrés plissés. Un rugissement profond naquit dans sa poitrine et explosa, à gorge déployée, ébranlant la terre, revendiquant chaque pouce de la vallée. Le son frappa Lamine comme une vague, vibrant dans sa fourrure et ses os. Les moutons auraient fui. Lamine ne bougea pas. Il planta ses pattes, épaules carrées, queue fouettant une fois.
Au fond de sa poitrine, la réponse se rassembla, plus forte que tout son précédent. Il inspira, ouvrit les mâchoires et la libéra. Un rugissement. Pas parfait, pas encore le tonnerre mûr du mâle adulte, mais indéniable. Il roula sur la vallée, grave et portant, rebondissant sur les rochers lointains. La fierté se raidit. Les femelles échangèrent des regards. Les jeunes aplatirent les oreilles. Samba inclina la tête, scrutant le nouveau venu avec une férocité attentive. Le silence suivit, épais, chargé d'attente. Puis Samba répondit. Pas un défi cette fois. Une question. Plus court, plus bas, sondant. Lamine répondit. Un autre rugissement, plus clair, tenu plus longtemps. Cela ressemblait à libérer un souffle retenu toute une vie. Samba fit un pas en avant. Puis un autre. Les femelles s'éventélèrent légèrement, vigilantes mais pas encore agressives. Lamine tint bon. Son cœur cognait, mais la peur avait brûlé. À sa place brûlait la certitude. Samba s'arrêta à une douzaine de pas. Ils se regardèrent, deux lions, l'un rodé par des années de règne sur le territoire, l'autre à peine sorti d'une vie fausse. Le vent portait leurs odeurs l'une vers l'autre, sang, poussière, force, parenté. Samba chuinta une fois, doux, presque tendre. Lamine répondit par un grondement bas. La tension se brisa. Samba se tourna de côté, présentant son flanc en geste d'acceptation plutôt que de menace. Une femelle s'approcha lentement, flaira l'épaule de Lamine, puis frotta sa tête contre son cou en salut. Les autres suivirent, tournant, touchant, marquant de leur odeur. Les jeunes lions restèrent d'abord en retrait, curieux et méfiants, mais finirent par rejoindre le cercle. Lamine se tint parmi eux, submergé par la chaleur de fourrure contre fourrure, les ronronnements bas vibrants au contact, l'odeur partagée qui disait famille, fierté, foyer. Ils s'éloignèrent ensemble vers les acacias. La journée passa dans un rythme nouveau. La fierté se reposa dans l'ombre profonde pendant que le soleil montait. Lamine s'allongea près du centre, entouré de corps chauds. Personne ne questionna sa présence. Personne n'attendit qu'il broute. Quand une jeune femelle se leva pour traquer un phacochère au bord de la vallée, Lamine la suivit sans hésiter. Il observa sa technique, accroupissement bas, avance lente, explosion soudaine, et l'imita instinctivement. Le phacochère s'échappa en couinant, mais la femelle chuinta son approbation pour sa tentative. Le crépuscule apporta la vraie chasse. La fierté se déplaça comme un seul organisme, coulant à travers l'herbe comme de l'eau dorée. Lamine prit position sur le flanc gauche, calquant le rythme des jeunes femelles. Elles contournèrent un petit groupe d'impalas broutants près d'un point d'eau. Le vent était parfait, emportant leur odeur loin d'eux. La femelle de tête signala d'un coup de queue. Elles explosèrent. Lamine surgit avec elles. Des muscles jamais pleinement utilisés se déroulèrent en bond puissant. Les impalas s'éparpillèrent, mais un jeune mâle hésita une seconde fatale. Lamine combla l'écart en 3 foulées, épaules percutant le flanc, mâchoire se refermant sur la gorge. L'impact le secoua, du sang chaud inonda sa bouche, et le monde se réduisit au battement des sabots et au dernier coup de pied. La proie fut partagée. Samba mangea le premier, puis les femelles, puis les jeunes. Lamine attendit son tour, mais quand ils lui firent place, il mangea sans honte, déchirant la chair chaude avec une faim qui allait au-delà du physique. La nuit tomba à nouveau. La fierté s'installa sur une éminence surplombant la vallée. Samba s'allongea au centre, crinière sombre contre la lune. Lamine se roula non loin, ventre plein, corps douloureux agréablement de l'effort du jour. Une femelle lui toilette l'oreille avec une affection râpeuse. Il ferma les yeux, écoutant les sons de la nuit, grillons, rire lointain de hyènes, respiration douce de sa nouvelle famille. Dans ce calme, un souvenir remonta. Il vit le campement d'Abdoulaye à l'aube, la barrière s'ouvrant, Mame Diarra menant le troupeau dehors. Il vit le marigot, le reflet le fixant. Il vit la place de la fête, la voix du griot tissant le récit du léopard parmi les chèvres, le moment où il avait rugi et le chien avait fui. Il vit la main d'Abdoulaye glissant de son épaule, les mots doux, « Tu n'as jamais été à nous ». Un ronronnement doux monta dans la gorge de Lamine. Pas un grondement, pas un rugissement, mais quelque chose de plus tendre. Gratitude. Reconnaissance. Adieu. Samba releva la tête, yeux ambrés rencontrant ceux de Lamine dans la lune. Aucun mot ne passa entre eux, seulement la compréhension. Lamine posa la tête sur ses pattes et dormit, profondément, sans rêve, pour la première fois de sa vie. Les semaines devinrent des mois. Lamine grandit dans son rôle. Sa crinière s'épaissit, s'assombrissant sur les bords. Sa voix s'approfondit jusqu'à ce que ses rugissements égalent en puissance ceux de Samba. Il apprit le territoire, les points d'eau cachés,
les meilleurs terrains de chasse, les frontières défendues contre les fiertés rivales et les nomades errants. Il engendra des petits avec une des jeunes femelles, les regardant gambader et jouer avec une tendresse féroce qu'il n'avait jamais su posséder. Pourtant, il n'oublia jamais l'enclos des moutons. Parfois, lors de soirées calmes, il gravissait une crête orientée sud-ouest et regardait vers la faible tache de fumée qui marquait Podor. Il ne revint jamais, non par peur, mais parce que la vie qu'on lui avait donnée l'a été complète en son genre. Elle l'avait abrité, modelé, lui avait enseigné le contraste. Sans le troupeau, il n'aurait peut-être jamais reconnu le rugissement en lui. Un matin de saison sèche, des années plus tard, la mine se tenait sur cette même crête. La fierté se reposait en contrebas, les petits étalés dans la lumière du matin. Samba, maintenant grisonnant, plus lent, était allongé à ses côtés, respiration régulière. La mine leva la tête et rugit une fois, long, complet, portant à travers la savane vers le village qu'il avait quitté. Quelque part au loin, peut-être Abdoulaye l'entendit-il en travaillant ses champs. Peut-être Mame Diarra releva-t-elle sa tête grisonnante de l'herbe. Peut-être un enfant à Podor s'arrêta-t-il, yeux écarquillés, et murmura « Le lion appelle ». La mine laissa le son s'éteindre. Puis il se tourna vers sa fierté. La savane s'étendait large et dorée devant lui, foyer, enfin. Au cœur des plaines sauvages du Sénégal, la vraie identité avait rugi plus fort que n'importe quel appel de troupeau. Et une fois entendue, elle ne pouvait plus jamais être réduite au silence. Et voilà, la fin de l'histoire de la mine, le lion qui a grandi parmi les moutons et qui a finalement retrouvé sa vraie voix, son vrai rugissement, sa vraie famille. Merci d'avoir suivi cette fable jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a touché, qu'elle t'a fait réfléchir à ce qui est vraiment toi, au-delà de ce que l'entourage, la routine ou les attentes ont essayé de te faire devenir. Si cette histoire t'a plu, si elle t'a donné des frissons, de l'émotion ou juste envie de te poser les bonnes questions, fais-moi plaisir. Like la vidéo si le rugissement de la mine t'a donné des chills, commente en dessous. Quel passage t'a le plus marqué? Le reflet dans le marigot? Le premier vrai rugissement? La séparation douce avec Abdoulaye et Mame Diarra? Ou la dernière scène sur la crête? Dis-moi tout. Je lis chaque commentaire, cœur rouge partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre, qui n'est pas obligé de rester ce mouton. Toute sa vie, abonne-toi et active la cloche si tu veux plus d'histoires comme ça. Des contes africains modernes, des fables qui font réfléchir, des récits qui mêlent émotion, culture sénégalaise et leçons de vie. La prochaine arrive bientôt, et elle va encore plus loin dans la brousse. Merci d'être là, de prendre le temps d'écouter ces histoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle fable qui va te faire vibrer. Prends soin de ton rugissement intérieur. À très bientôt dans la savane.